Très heureux de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur pour cette émission Vérité en toute liberté, le deuxième numéro de l'année 2021 avec tous nos voeux de bonheur, des possibilités de longévité. Nous vous accueillons ici dans ce plateau de circonstances. Vous le savez, cette émission part toujours de l'hôtel Béatrice, notre partenaire qui nous cède ces cadres paradisiaques pour vous apporter les différentes vérités de nos invités. À mes côtés, une fois de plus, aujourd'hui, Eric Mboulamossi pour vous tenir compagnie et vous apporter notre invité du jour. Bonsoir Eric Mboulamossi. Bonsoir James. L'invité du jour, c'est Madame Julienne Lusenge qui est membre du panel chargé de l'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine pour les mandats 2021-2022. Elle nous a fait le bonheur en tout cas d'être notre invité ce soir pour parler de ce panel qui va vraiment, il faut le dire, être sur la sellette toute cette année à partir du mois de février. Bonsoir madame. Très heureux de vous accueillir. Moi aussi, je suis heureuse d'être avec vous sur ce plateau. Et bonne année d'abord. Merci. Merci pareillement madame. Allez, bonne année également à vous, comme on l'a dit en ouverture. On va d'entrée de jeu marquer une petite pause pour vous apporter ce portrait de notre invité. Julienne Lusenge, originaire de l'Est de la République démocratique du Congo, défenseur infatigable, intrépide de la justice, de la paix et de l'égalité de sexe. Elle a fondé des ONG distinctes. En 2020, elle a été cofondatrice et la présidente de la solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral. Sofepadi, une ONG qui travaille pour la promotion des droits des femmes et des filles sur la santé sexuelle et reproductive dans l'Est de la RDC. Née de la nécessité d'un plaidoyer plus large en faveur des droits des femmes, elle a créé le Fonds pour les femmes congolaises. En 2007, elle a occupé le poste de directrice exécutive de l'organisation. Les FFC travaillent sur 6 piliers de plaidoyer distincts mais qui se chevauchent: l'autonomisation de femmes, le leadership politique de femmes, la transformation de conflits et la santé sexuelle et le reproductif VIH-Sida, la justice dynamique et la production de l'environnement et la violence sexuelle et sexisme. Elle est membre de la campagne internationale pour mettre fin au viol et à la violence sexuelle dans les zones de conflit et le vice-présidente honoraire de la Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté. Madame Lusenge a reçu le titre de chevalier de la Légion d'honneur de la France en 2013. En 2016, le prix international des droits de la femme, en 2018, du sommet de Genève pour les droits de l'homme et la démocratie. Elle a été choisie comme l'une des 100 personnes les plus influentes en matière de politique mondiale de genre en 2019 par Apolitical. Depuis 2020, elle a été reconnue par les Nations Unies comme la première de 20 femmes à surveiller, publier dans les nouvelles des Nations Unies. L'Union africaine l'a aussi reconnue parmi les 20 femmes qui font avancer la paix en Afrique. Et ensuite, l'Espagne lui a décerné un prix pour avoir fait progresser la justice et la paix. Voilà, madame, nous revenons. Là, on vient de vous présenter à notre manière, un tout petit peu, à la manière de l'équipe de production de l'émission Vérité en toute liberté. Comment vous-même vous présentez? Bon, je suis Julienne Lusenge, féministe, activiste de droits des femmes pendant plusieurs années. Je suis mère et grand-mère. J'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis de la société civile. Je suis présidente d'une organisation, une grande organisation qui soutient les femmes victimes de violences sexuelles depuis plus de 20 ans maintenant. Et je suis aussi directrice du Fonds des femmes congolaises que nous avons initié pour soutenir les efforts des organisations des femmes dans les communautés pour changer leurs conditions et promouvoir leurs droits. C'est de là que je viens pour être aujourd'hui membre du panel qui va accompagner le chef de l'État dans sa mandature pour cette année, comme vous avez si bien présenté.
Et dans ce panel, je suis en charge de femmes, paix et sécurité. Donc tout ce qui est droits des femmes, tout ce qui est genre et sécurité, c'est ça. C'est de ça que je vais m'occuper pendant durant ce mandat. Mais en fait, le genre, comme vous le savez, c'est transversal. Dans les 9 piliers que nous avons dans le panel, c'est dans tout ça que nous allons travailler avec les autres membres pour voir comment apporter la voix des femmes et la voix de la jeunesse. Et comme le président le dit, pour lui, c'est prioritaire. Dans tout ce qu'il fait, il faut qu'on relève la question genre et aussi la jeunesse. Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer de faire, préparer la stratégie pour que le président, quand il va prendre son mandat, qu'il ait la stratégie qu'il faut pour assumer ce rôle pendant tout ce temps. Alors, madame, vous avez effleuré cela, vous avez donné quelques rôles du panel. Est-ce qu'on peut avoir les détails des objectifs qui vous ont été assignés? Oui, comme j'ai dit, nous sommes là pour préparer la stratégie que le président de la République va utiliser, préparer son plan d'action qu'il va utiliser pendant le long de son mandat. Et dans ces stratégies, nous avons relevé plusieurs points. Et comme vous savez, cette année ici, à l'Union africaine, ça a été déclaré année de la culture, patrimoine, art et patrimoine. Donc, c'est ça le thème principal. Mais en dehors de tout ça, il y a la campagne Faire taire les armes, que le président de la République devra continuer avec pendant sa mandature, parce que les amis de l'Afrique du Sud n'ont pas pu terminer tout ce qu'ils ont prévu dans leur plan d'action pendant leur mandat, qui est en train de se terminer ici en février, à cause de Covid-19, qui a paralysé le monde entier, et tout ce qui a été planifié n'a pas été réalisé. Alors, le président Ramaphosa a demandé au président de la République démocratique du Congo, durant son mandat, de récupérer ce qui est resté à faire et poursuivre la lutte et poursuivre toutes ces activités-là. Le président de la République va continuer avec ses actions qui a été laissées par son prédécesseur. Et nous, on a prévu maintenant dans la nouvelle stratégie, le plan d'action que le président va, je ne peux pas le dévoiler ici, c'est au président de la République de dévoiler ce plan d'action. Comment il va le faire? Nous, on a déjà tout préparé. On va bientôt lui soumettre tous les documents. Et nous avons aussi pris soin de rencontrer les amis qui ont été là, qui terminent leur mandat. Et bientôt, nous allons déployer à Addis Abeba pour aller rencontrer les différents commissaires selon les départements, les rencontrer et comprendre pour échanger et apprendre différentes actions, parce qu'après tout, c'est la commission de l'Union africaine qui est l'exécutif de l'Union africaine. Et donc, nous, le plan d'action que nous avons proposé au président de la République, nous l'avons tiré de la planification. Oui, nous avons pris dans l'agenda 2063. Et donc, nous devons rester dans ce qui est déjà planifié par la commission de l'Union africaine. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, on va aller les rencontrer, échanger avec les membres de la commission sur ces différentes thématiques. Et après, nous allons revenir ici. Donc, en fait, nous serons toujours ici. Pour le chef de l'État, sa vision, c'est une Afrique, une Union africaine au service du peuple. Vous savez, toujours son slogan, le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord. Donc, même à ce niveau-là, il voudrait que le peuple africain puisse bénéficier, puisse profiter et connaître effectivement l'Union africaine. Nous allons entrer dans le vif de ces sujets, mais d'abord, je voudrais savoir dans quelles conditions vous venez prendre la présidence de l'Union africaine et quels sont vos rapports avec les autres États au moment où la République démocratique du Congo va prendre la présidence de l'Union? Écoutez, moi je suis experte. Donc, là, je vous parle en tant qu'experte en genre. Donc, je ne pourrais pas vous parler de la politique
de la RDC avec ses voisins. Là, ça relève du ministère des Affaires étrangères. Moi, je viens vous parler de ce que nous, on va faire. Moi, je vais faire, Julienne, comment je vais accompagner le président de la République dans mon expertise, genre, femmes, paix et sécurité. Justement, quelle est la politique que vous allez mettre en place pour réussir ces défis? Le problème en Afrique pour la femme est multiple, et surtout pour la jeune fille. C'est quelle politique que vous pensez mettre à la disposition de l'Afrique pour sortir la femme de tout ce que nous connaissons comme souffrance, comme atrocité qu'elle continue à vivre dans notre, nous avons, vous savez, il y a la question, la Covid-19 a montré les faiblesses des hommes et des femmes et a augmenté malheureusement les violences sexuelles, les violences domestiques dans nos continents, sur notre continent, dans les différents pays. Donc il est temps qu'on regarde et on cherche à améliorer nos stratégies pour combattre les violences basées sur le genre dans tous les pays membres. Et aussi, nous avons pensé à ce que le président de la République va lancer d'abord la campagne au niveau de la RDC, la tolérance zéro des violences faites aux femmes. À plus de ça, il va sensibiliser les autres chefs d'État à poursuivre la campagne tolérance zéro dans leur pays, mais aussi à budgétiser dans les budgets nationaux et au niveau du continent, prévoir un budget pour accompagner cette campagne à tous les niveaux. Aussi, nous pensons qu'il est vraiment très important de faire le partage des formations sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a des pays africains qui ont avancé, comme la RDC a vraiment avancé. La RDC a avancé dans la lutte, mais aussi dans les documents. Nous avons les textes de loi pour réprimer les cas de violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Mais nous avons aussi notre plan d'action national deuxième génération qui a été poussé et adopté au niveau du ministère. Maintenant, nous voulons que le président, pendant sa mandature, puisse aider les autres chefs d'État des autres pays à faire de même, à avoir des textes et aussi à mettre en œuvre ces textes pour que les femmes soient protégées. Vous l'avez compris plus de même. tout ça, il y aura la coopération judiciaire qui doit être mise en place effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de criminels qui vont se cacher dans les autres pays. Donc il commet les crimes en RDC, il va au Rwanda, ou il va en Ouganda, ou il va en Angola, à Brazzaville, il se cache là-bas, ou même dans un autre pays. Donc il faudrait qu'on développe vraiment la coopération judiciaire pour poursuivre ces auteurs partout où ils doivent être. Ils doivent répondre de leur action. Il y a déjà une commission qui existe, une commission judiciaire qui existe, mais qui n'est pas encore opérationnelle. Donc nous pensons que le président, pendant son mandat, il va sensibiliser, il va mobiliser les autres chefs d'État pour qu'ils fassent un effort pour rendre cette commission effective. Le problème, vous avez compris avec moi, en Afrique, ce n'est pas tellement le texte, c'est l'application de ces textes. Justement. Et nous trouvons cette vulnérabilité de la femme qui est en train de croître un peu plus, parce que justement, la femme n'est pas formée. La femme n'est pas informée de ce qui est de ses droits et comment l'amener. Justement, sur ces questions spécifiques, comment vous comptez faire pour que votre action soit réappropriée par l'ensemble de l'Afrique pour permettre à ce qu'il y ait cette réduction de violence autour de femmes, mais aussi la mécanisation de la femme? Bon, je pense que je ne peux pas dire que la femme n'est pas formée parce que maintenant les statistiques de l'UNICEF montrent que c'est maintenant un nombre presque 50-50 la scolarisation des jeunes filles pour la RDC et pour certains pays. Je sais qu'il y a des pays qui ont toujours des problèmes parce qu'on n'arrive pas à amener vraiment les filles à l'école.
Mais il y a des efforts qui sont faits et pour nous, il est important. Ça, c'est le pilier qui va être soutenu et traité par ma collègue Raïssa Malou, qui est en charge de la jeunesse, éducation, technologie, innovation. Donc c'est elle qui va prendre cette partie. Mais pour ce que je sais, pour l'éducation, pour la formation, il y aura... En fait, nous ne sommes pas comme une ONG qui va commencer à exécuter les choses sur le terrain. C'est la commission, comme je vous ai dit, c'est la commission africaine qui exécute tout le programme de l'Union africaine. Nous venons pour la politique. Pour nous, nous allons accompagner le président pour qu'il prépare sa stratégie, sa position par rapport à ces différentes thématiques. Quand il doit se prononcer par rapport à l'éducation, il devra soulever par la place des jeunes filles dans l'éducation. Qu'est-ce qu'il attend de l'éducation des jeunes filles, de la formation et de l'information pour les femmes et pour les jeunes filles. Nous avons pensé qu'il est important qu'on puisse faire des formations pour les femmes médiatrices. Comme vous savez qu'il y a beaucoup de conflits sur notre continent, donc il y aura des formations que nous allons proposer. Nous allons travailler à travers le continent avec les organisations de la société civile, mais aussi avec certains départements des États. Donc la femme doit être au centre. Et ça, le président lui-même nous répète ça plusieurs fois. Et nous-mêmes, nous voulons vraiment que cette question de la femme, la représentation, c'est même repris dans le plan d'action de la Commission africaine, la représentation égalitaire des femmes dans les organes de l'Union africaine, même dans les pays, que ça soit vraiment paritaire. Et nous allons veiller. Qu'est-ce que vous pensez, je vais donner la parole à mon co-débatteur, mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent et soutiennent, d'ailleurs la semaine dernière, nous avons reçu aussi comme vous une femme qui a répété ce qui peut être la conviction pour plusieurs. La femme qui mérite ne trouve plus de blocage. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de la méritocratie qui fait que la femme soit en action et que la question du genre soit posée autrement en Afrique? Oui, pour nous, il est important de mettre la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Et quand je parle comme ça, je ne vois pas les papiers, je ne vois pas les diplômes que les gens ramassent dans les universités. Je vois la femme qui a la tête bien faite et qui a un leadership et qui est convaincue, qui connaît ce qu'elle doit faire là où elle est. Et donc c'est ça, c'est de ces femmes-là que nous voulons. Des femmes leaders qui amènent aussi les autres femmes pour aller de l'avant. C'est ces femmes-là que nous voulons pour changer notre situation des femmes en général, mais aussi de nos communautés. Et ça, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes africaines qui sont bien positionnées. Mais aussi, nous allons continuer à faire parce qu'il y a encore dans les communautés, il y a encore dans les villages des problèmes. C'est comme ça que, comme je vous ai dit, notre mandature, la mandature de la RDC, ne sera pas seulement à Addis Abeba. Nous voulons que pour chaque action que le président va poser pendant sa mandature, soit aussi répercutée, que le peuple de chaque État s'approprie cette action. Que les populations congolaises s'approprient l'action, qui sentent un peu que la RDC est aujourd'hui à la tête de l'Union africaine. Il y a des actions, des activités qui vont être faites au niveau des pays, mais aussi au niveau des autres pays et au niveau de l'Union africaine. Nous allons mis dans notre agenda, dans notre pilier, qui est le pilier 7, la lutte contre les violences et l'autonomisation des femmes. Nous avons mis aussi ce point de l'autonomisation en tant que capacité que la femme doit avoir. Et aussi, nous avons, parce que vous savez, nous entrons maintenant à la zone, nous sommes entrés déjà dans la zone de libre-échange. Et là, pour chaque action, nous devons voir comment la femme et la jeune fille va interagir dans cet espace de libre-échange. Comment la femme va participer. Et nous avons pensé qu'il est important de finaliser le protocole de passation des marchés sensibles au genre
que les Sud-Africains avaient commencé déjà à préparer. Nous allons les finaliser pour que le président apporte aussi ce protocole-là, pour que les femmes qui vont entrer dans la libre-échange aient la possibilité d'avoir des passations de marché, d'utiliser aussi l'espace pour exporter leurs produits sans trop de tracasseries. Madame Jeniel Lusenge, on va parler du panel en soi qui a été institué fin octobre par une ordonnance présidentielle. Oui, 30 octobre. Oui, exactement. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'une de vos collègues du panel qui est là en charge vous avez parlé de la scolarisation et tout. Éducation, jeunesse. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut connaître les différents rôles qui vous sont attribués au sein de ces panels? Mon rôle ou ainsi le rôle que des les autres animateurs. membres? Les rôles de tous les animateurs du panel. Bon, il y a bien sûr le professeur Tumbaloba qui est à la tête. Tumbaloba est notre Coordonnateur, coordonnateur. exactement. Monsieur le professeur Isidore Daiwel est en charge de art, culture. Vous savez que lui, il est historien. Donc, il est en charge de ce thème principal de l'Union africaine, art, culture et patrimoine. Il y a le professeur Mukoko qui il fut ministre du budget. Koko Samba. Oui, Mukoko Samba. Donc c'est lui qui va plus s'engager avec les ELCAF, donc la zone de libre-échange, qui a commencé ici au mois de janvier. Donc il y a ça, il y a aussi Malou, j'ai dit qu'elle va s'occuper de l'éducation, jeunesse, technologie, innovation. Elle va s'occuper de ça. Et il y a M. Ngokwe qui va s'occuper de paix et sécurité, mais aussi le changement climatique. Donc, ce sont les différents. Je ne peux pas retenir exactement, le tout, madame. mais je vous dis l'essentiel. On a déjà une idée d'ensemble. Mais le panel ne va pas évoluer en vase clos. Le panel va évoluer dans un ensemble avec plusieurs autres institutions. Quels sont vos rapports, par exemple, avec les ministères des Affaires étrangères, par exemple, avec les autres commissions de l'Union africaine? Comment vous allez interagir? Oui, on ne va pas se marcher sur les pieds là-bas. Non. C'est bien clair. D'abord, notre ordonnance nous dit que chaque personne, donc chaque membre du panel, ne doit pas marcher sur les responsabilités de l'autre. Et nous sommes une équipe vraiment bien solide et puis des gens intègres et calmes, les têtes bien faites. Et donc nous savons que nous devons collaborer. Nous travaillons ensemble depuis que nous avons été nommés, nous avons commencé directement le travail. Et c'est comme ça que tous nos documents sont prêts déjà à ce jour. Et donc nous allons travailler au niveau du ministère. Notre ministre des Affaires étrangères va aussi être, quand le président prend le mandat, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui devient aussi l'exécutif. Il va être le président du comité, le COREP, donc comité de tous les ministres de l'Union africaine. Donc c'est elle qui va à chaque fois organiser les réunions de tous les ministres des Affaires étrangères et tout ça, toutes ces questions-là. Et donc notre relation, c'est nous allons partager les informations avec le ministère et c'est le ministre qui est en charge des différentes ambassades. Donc les ambassades dépendent du ministère des Affaires étrangères. Et donc nous, pour aller par exemple à Addis Abeba, nous devons communiquer avec le ministère des Affaires étrangères qui va informer l'ambassadeur que voilà, il y a l'équipe du panel qui arrive là-bas. Donc nous travaillons vraiment, nous partageons les informations, nous échangeons les informations. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, notre ministre a mis aussi une task force qui va l'accompagner aussi au niveau de l'Union africaine pour bien faire son travail à ce niveau-là. Ouais. Il faut dire, vous avez une année de mandat pour accomplir votre tâche, mais vous avez eu le temps quand même de préparer, comme vous l'avez dit si bien, vous avez d'ailleurs terminé, fin octobre jusqu'à présent, là vous avez eu presque 2 mois de travail. Quels sont les problèmes saillants, les grands problèmes que vous avez relevés,
qui sont prioritaires, que vous allez déposer sur la table du chef de l'État? Comme tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez déjà un document qui est prêt. Quels sont les... Bon, peut-être pour ne pas entrer dans les secrets. C'est ça, vous voulez me faire parler du secret du chef. Si on peut connaître juste les problèmes, les épineux problèmes qui attendent le chef de l'État dans cette mandature. Voilà, bon, vous savez, notre continent est en proie au conflit. Il y a plusieurs conflits. Il y a au nord, il y a le conflit Sahara là-bas. Il y a l'Éthiopie avec pour le Nil. Et il y a plusieurs conflits. Donc il y a d'abord cette question des conflits. Et plusieurs pays espèrent beaucoup, attendent beaucoup de la mandature de la RDC. Et tous ces pays qui ont des problèmes, des conflits, ils attendent du président une décision, la gestion de tous ces conflits pour mettre fin à ça, pour qu'il y ait la paix. Donc, il va s'atteler à ça. Il y a aussi la question des violences faites aux femmes qui est toujours sur notre continent. Il y a la question de la pauvreté, il y a l'émergence, il y a aussi la question de ramener notre patrimoine culturel qui est réclamé par les Africains, qui a été amené pendant la période coloniale. Donc tout ça, ce sont des priorités qui sont là, que le président devra s'en occuper, poursuivre. Il y a aussi la réforme de la structure même de l'institution Union africaine qui a été commencée par le Rwanda. Maintenant, le président de la République devra poursuivre avec ces réformes au niveau de l'Union africaine. Donc il y a plusieurs choses à faire avec les 365 jours. Il fera ce qu'il pourra faire pendant son mandat. Mais nous voulons vraiment qu'il puisse marquer, et tout le monde attend à ce que la RDC puisse marquer ce mandat-là au niveau de l'Union africaine. Et nous espérons vraiment que ça va être fait. Sans verser dans ce que vous pensez être de secrets de votre diplomatie. En fait, ce n'est pas des secrets politiques, oui. C'est juste les textes. Mais vous réservez la primeur. Non, il n'y a pas de problème. Moi, ma question est de savoir, la femme, c'est aussi le développement. Oui. Mais de manière globale, par où faudrait-il commencer pour réussir le développement de l'Afrique avec la femme? Bon, il faut l'intégrer d'abord dans toutes les actions. On ne va pas se développer en mettant la majorité de la population à côté. Donc les jeunes et les femmes doivent être impliqués. C'est comme ça que je dis, c'est très important que les femmes soient représentées d'une façon égalitaire dans les organes de l'Union africaine, dans les organes régionaux, il y a aussi dans les pays membres. Et aussi aider les femmes africaines à être sur la scène internationale, à avoir des responsabilités, surtout les Congolaises. On n'est pas dans les institutions internationales. Donc avec cette mandature, nous allons accompagner le chef de l'État et aussi nous espérons qu'il va faire de son mieux pour que les femmes se retrouvent à ce niveau. Nous allons, pour qu'il y ait développement, il faut la formation, il faut avoir les moyens aussi, donner les moyens à ces femmes qui ont des initiatives. Elles prennent des initiatives, même dans les communautés, même dans les villages. Elles prennent des initiatives. Mais il faut nécessairement qu'elles puissent booster les moyens. Donc nous pensons qu'au niveau de ZELCAF, on pourra proposer, il y a un fonds qui est proposé pour faciliter, pour appuyer les initiatives des femmes, pour avoir les moyens pour faire leur commerce dans cette zone de libre-échange. Nous allons parler droits de l'homme. Vous êtes dans la société civile, vous militez pour le respect des droits de la femme, mais aussi pour porter le plaidoyer face à ce qu'on considère comme violation grave des droits de l'homme. Quelle lecture vous faites
de la situation des droits de l'homme dans notre pays, vous qui allez prendre la présidence de l'Union africaine? Bon, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de conflits. Il y a l'activisme des groupes armés à l'Est. Et quand il y a l'activisme des groupes armés, quand il y a des conflits, il y a des graves violations des droits humains qui se commettent. Il y a aussi des criminalités urbaines ici à Kinshasa, dans les grandes villes, qui se développent chaque jour. Et là aussi, il y a beaucoup de violations des droits humains. Et donc, il y a aussi certains éléments des services de sécurité qui commettent des violations des droits humains. Il y a toujours, chaque mois, des rapports des missions des Nations Unies, mais aussi des activistes congolais de la société civile qui relèvent ces violations. Nous avons pris acte de l'engagement du président par rapport à la réforme de la justice, au changement qu'il a commencé à mettre dans notre appareil judiciaire. Et nous pensons que ça va, si la justice fonctionne normalement, ça va vraiment apporter la réponse parce que vous savez, tant que la justice ne fonctionne pas très bien, il y a toujours violation des droits humains. C'est au regard de toutes ces questions que ceux de l'Afrique vont se poser beaucoup de questions autour de notre situation à nous en République démocratique du Congo, mais nous devons servir de modèle et de leçons pour l'ensemble du continent. Et voilà, on parle du rapport mapping, beaucoup des ONG et les Nations Unies martèlent sur la question en demandant l'institutionnalisation d'un tribunal pénal international spécial pour la République démocratique du Congo. Votre point de vue d'activiste, mais aussi comme porteur de ces rêves pour les autres en Afrique. Oui, en fait, je suis membre du panel, je suis activiste et je vais porter toujours cette voix de la lutte contre l'impunité partout. Et chaque fois que nous avons l'opportunité, nous avons l'occasion d'en parler et d'échanger. C'est intégré, je vous ai parlé ici de la coopération judiciaire. C'est mis dans le plan d'action du président. Et donc, nous allons continuer. Pour nous, il faut nécessairement ce tribunal-là. Ce n'est pas aujourd'hui que nous, on a commencé de parler de ça. Nous avons commencé à réclamer le tribunal pénal pour la RDC depuis 2004. Nous avons commencé parce que nous savions déjà que la Cour pénale internationale ne pouvait pas résoudre nos problèmes. Parce qu'ils prenaient les gros poissons et ils laissaient tous les restes qui continuent à tourner dans le pays. Et ça n'a pas été un bon modèle pour les criminels. Et donc, malheureusement, à ces dates-là, cette Nations Unies même qui dit aujourd'hui qu'il faut ce tribunal, nous disait non, parce que ça coûtait cher, ça ne pouvait pas. Et nous, on s'est demandé pourquoi ça coûtait cher pour la RDC. Un gros pays comme ça et qui produit beaucoup d'intérêt pour la communauté internationale. Et heureusement, aujourd'hui, ils ont quand même compris qu'il est faux et nous encourageons. Et je pense que vous avez vu la position du président de la République par rapport à ça. Donc, il est pour qu'il y ait ce tribunal et qu'il y ait la justice transitionnelle. Il faut nécessairement la justice transitionnelle pour que la RDC retrouve le respect des droits humains et qu'il y ait des leaders, des responsables, des dirigeants qui n'ont pas trempé dans les crimes, qui n'ont pas le sang sur leurs mains. C'est de ces dirigeants-là que nous voulons. Et donc, nous pensons que le président de la République va continuer à porter son message de la justice pour tous les Congolais et pour tous les Africains. Le plaidoyer que la femme peut porter en République démocratique du Congo, en termes de droits de l'homme, en termes d'encadrement ou de la protection, est-ce que cela ne peut pas passer par la création
des entités, des entités transitoires par qui pourront être menés des monitorings permanents et comprendre le problème des femmes au quotidien dans des situations, comment dire, dans des situations de crise comme nous le vivons en République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres nations qui sont autour de nous et loin de nous. Oui, je crois qu'il y a déjà des initiatives dans ce sens pour mettre nos informations ensemble. Vous savez, toutes les informations sur les femmes sont collectées dans les clusters et envoyées au niveau du ministère du genre. Et aussi, au niveau du ministère, il y a dans chaque province, il y a des représentations des divisions du genre. Et en plus de ça, il y a dans les territoires et jusque dans les collectivités. Et tous ces services, si on les réhabilite, on met les gens qui connaissent ce qu'ils doivent faire dans ces services, ils vont commencer à travailler avec les organisations et à collecter ces informations et les renvoyer au niveau du ministère. Il faut que le ministère du genre puisse avoir le budget, qu'on lui donne les moyens pour fonctionner et qu'on appuie suffisamment les organisations aussi, la société civile, pour qu'on arrive à faire de vrais changements dans nos communautés et dans nos pays. Et ça, nous devons le porter aussi au niveau des autres pays. Nous avons des modèles. Il y a des pays qui ont vraiment avancé sur ces questions. Le Rwanda et les autres pays, ils ont beaucoup avancé. Et c'est comme ça que nous avons dit, pendant notre mandature, il faudrait qu'on fasse le partage d'informations, d'expériences, pour que les gens qui ont avancé avec les questions de développement, de promotion des droits des femmes et des jeunes, puissent partager leur expérience avec les autres pour que nous puissions tous avancer de la même façon et être sur la même longueur d'onde. Alors, madame, on est en train de faire ample connaissance avec les panels qui vont accompagner le chef de l'État dans sa mandature à la tête de l'Union africaine. On comprend aisément que c'est pratiquement la pièce maîtresse de cette mandature. Les panels, vous aurez même aidé le chef de l'État dans ses prises de position. Donc, vous êtes vraiment la charnière de cette mandature. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez les moyens de votre politique, pour ne pas dire à combien se chiffrent les budgets de ces panels durant cette année de mandature? Bon, je crois que c'est pas votre domaine. C'est pas dans mon mandat de vous dire combien le panel doit avoir. Et je pense que cette question, vous allez la poser à notre coordonnateur. Mais est-ce que vous avez ces moyens nous avons déjà de garantie de mener à bon nous avons les garanties du chef de l'État lui-même. Et nous avons aussi les garanties, parce que la République démocratique du Congo va prendre à 60%, 61% même, le budget. 61% du budget, c'est la République du Congo démocratique du Congo qui va prendre ça en charge. Et le reste, les partenaires, il y a des partenaires qui s'engagent pour dire je voudrais soutenir ceci, telle activité, telle ceci, telle ceci. Mais pour ce qui est l'administration, la prise en charge et tout, 61%. Et les autres activités aussi, c'est la République démocratique du Congo qui va prendre en charge. Et ça a été intégré dans le budget 2021. Et nous espérons que tout va bien se passer pour que nous puissions réellement travailler et être très proactifs ou actifs pour accompagner le chef de l'État. La mandature, ce n'est pas seulement la mandature du chef de l'État, c'est la mandature de la RDC. Et donc, chaque Congolais, là où il est, il doit se dire comment moi je vais apporter ma pierre pour que le Congo puisse gagner. Il faut que le Congo gagne. Ça fait longtemps que la RDC n'a pas été à la tête de l'Union africaine. Et comme nous revenons, comme dit le président de la Commission africaine, il dit la DRC is back, en anglais pour dire la RDC est de retour. Donc il faudrait qu'on sente vraiment qu'on est de retour. Et vous allez voir ici, au niveau du pays, nous allons organiser, vous allez voir défiler les différentes délégations arrivées ici. Nous pensons organiser
un festival ici pour la culture panafricaine. Nous pensons aussi organiser, commémorer les 60 ans de l'anniversaire de la mort de Lumumba. Le professeur Ndaiwel, il est vraiment en œuvre pour préparer tous ces événements-là. Et donc, nous voulons vraiment que les Congolais qui m'écoutent aujourd'hui puissent comprendre que ce n'est pas l'histoire du panel, ce n'est pas l'histoire du chef de l'État, c'est l'histoire de tous les Congolais, mais que chaque Congolais fasse ce qu'il doit faire là où il est. Donc, arrêtons de jeter les saletés dans les rues, parce que bientôt, là, les délégations vont commencer à venir. Ils vont passer en RDC. L'Afrique sera en RDC. Ils vont passer où? Non, on va finir. Madame, là, vous me volez pratiquement la parole de la bouche en parlant de... On signale les 17, on passe les 17. Oui, c'est en mémoire de notre héros national. Voilà, mais là, comme on est vraiment à la fin, vous me volez la parole de la bouche. J'allais demander qu'est-ce que la RDC allait apporter de particulier pour marquer cette mandature. Vous avez déjà cité quelques événements qui sont en vue là, mais quelque chose qui va rester dans la tête des Africains. Vous avez sûrement dans vos études fait des comparaisons avec les autres mandatures. Vous avez essayé de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait durant toutes ces années. Alors, quelque chose qui va marquer l'Afrique pendant cette mandature. C'est un secret. C'est un secret. On ne va pas donner les secrets avant que la chose... Que ça arrive. Ouais. Ça va arriver. Et vous allez voir, ça va vraiment marquer l'Afrique et les Congolais vont être contents. Pour la plupart des peuples d'Afrique, ils considèrent l'Union africaine comme un regroupement ou un club d'amis entre chefs d'État qui discutent de questions qui ne sont jamais appliquées. Vous êtes sûr de réussir ce mandat et changer les choses? Justement, vous avez vu que la vision du chef de l'État, c'est une Afrique que nous voulons au service de son peuple, au service des peuples africains. Donc nous avons prévu des rencontres des chefs d'État avec les jeunes, des rencontres des chefs d'État avec les femmes. Mais justement, c'est toutes ces questions-là, quand on le pose, on aboutit à des structures, on aboutit à des structures, on a eu une EHPAD ici aujourd'hui, et que c'est devenu, on a eu beaucoup d'organisations, etc. Finalement, on discute, on réfléchit, on dépense de moyens pour produire le même résultat. Est-ce que vous êtes sûr de réussir? Nous sommes sûrs de réussir. Et nous voulons que les autres, tous les Congolais, c'est comme ça que j'insiste. Il faut que vous, les journalistes, vous puissiez nous accompagner. Il faut que les peuples congolais nous accompagnent pour que nous puissions réussir. Merci madame, c'est également notre souhait que la RDC puisse réussir. C'est le succès de tous les Congolais. Exactement, ça sera le succès de tous les Congolais. En tout cas, bonne chance dans votre mandature qui démarre déjà les 5 ou les 6 février. C'est dans quelques jours. On espère que ça va aller comme sur des roulettes. Ça va aller. Allez, merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Gilliane Lusenge, je rappelle que l'on recevait madame Gilliane Lusenge, qui est membre du panel d'accompagnement de la RDC à la tête de l'Union africaine pour la mandature 2021-2022. Elle nous a donné sa vérité. Allez, merci Eric Mboulamossi pour sa contribution. Merci également à vous pour votre aimable attention. On ose remercier encore madame Gilliane. Merci, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Également, pour avoir répondu à notre invitation. Allez, on se fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. Il y aura une autre vérité avec un autre invité dans un autre numéro. Allez, portez-vous bien et une fois de plus, bonne année.